On part avec une image de plus de 10 millions de pixels qu'on va réduire lors de l'exportation, donc on met une qualité assez importante, plus de 50 dans ce cas. Et on va l'enregistrer d'abord en 288 par 192, on voit que dans JPEG Snoop, il n'y a rien de spécial à voir. Donc on va reprendre l'image, cette fois-ci on va l'enregistrer avec d'autres dimensions, 282 par 188, on garde toujours le rapport 3:2 de l'image d'origine. Et cette fois-ci dans JPEG Snoop, on voit apparaître un petit bord rouge et blanc, donc que j'amplifie ici en mettant des hachures rouges et blanches. Tout le propos de cette petite vidéo est de vous expliquer d'où cela provient. Deux mots en passant concernant JPEG Snoop que vous pouvez récupérer sur le site d'Impulse Adventure qui contient également plein d'infos très pertinentes concernant la compression JPEG et je vais d'ailleurs détailler une partie de celle-ci tout de suite. Donc la première étape consiste en fait en un changement d'espace colorimétrique. On va passer de l'espace RVB avec lequel vous êtes assez familier je pense à un espace YCC. Donc la propriété principale de celui-ci est de séparer la luma, donc la luminance en gros, le noir et blanc, de la couleur qu'on appelle chroma. Ce procédé est en fait assez ancien vu qu'il remonte à l'origine de la télévision couleur qui n'est que de la télévision noir et blanc avec un signal couleur en plus. Donc l'étape suivante consiste en un découpage en blocs de 8 par 8. Vous avez déjà certainement vu apparaître ces blocs lorsqu'on pousse la compression JPEG un peu trop loin. On a un effet de mosaïque et en fait les gros carrés qui apparaissent sont calés sur une grille de 8 par 8. Ce découpage est en fait réalisé pour alléger la charge de calcul et permet accessoirement une parallélisation très simple de la compression. Donc à partir de maintenant, l'unité de base, c'est la matrice de 8 par 8. Et à la prochaine étape, on va lui appliquer la DCT, donc la transformer en cosinus discrète, qui permet de passer d'une représentation spatiale à une représentation spectrale. C'est un peu compliqué du point de vue mathématique, donc là je ne vais pas détailler. Voyons désormais ce qui se passe avec la deuxième image, celle qui présentait une bordure rouge et blanche dans JPEG Snoop. On effectue le changement d'espace colorimétrique et le découpage en bloc de 8-8. Que voit-on en fait tant qu'on est au milieu, il n'y a pas de problème. Mais si on va sur les bords, en fait, on a des carrés qui sont incomplets et on va voir que ça pose quelques problèmes. Si on représente l'espace manquant pour obtenir des carrés complets, on retrouve notre zone hachurée. La DCT est prévue pour être appliquée à des matrices carrées complètes et non pas à des fractions de matrices. Donc en fait, ça ne marche pas du tout si on essaye de l'appliquer de but en blanc. Ça n'ira pas jusqu'au plantage système que je le suggère ici, mais ça n'est pas applicable. En informatique, on est souvent tenté de mettre des zéros pour initialiser des variables inconnues. On peut donc essayer de procéder de la sorte pour compléter les matrices. Dans ce cas, cela fonctionne, mais si la compression est très élevée, on voit apparaître une sorte de reflet de la bande noire dans les parties inférieures et droites de l'image. Cet effet est encore amplifié dans le coin inférieur droit vu qu'il subit l'influence des données invisibles à la fois par le bas et par la droite. Alors comment fait-on pour éviter de parasiter les bords, vu qu'on sait pertinemment que c'est possible ? La solution la plus simple consiste tout simplement à recopier les valeurs de la dernière ligne ou de la dernière colonne connue dans le reste de la matrice. Cette technique très simple est utilisée par la libJPEG qui est utilisée dans énormément de logiciels. Photoshop de son côté se comporte un peu différemment vu qu'il réalise une sorte de symétrie de l'image visible dans la partie invisible. Que peut-on retenir à ce point de la présentation ? Tout simplement qu'il vaut mieux utiliser des dimensions multiples de 8 lorsqu'on enregistre une image au format JPEG. Bien sûr, ce n'est pas toujours le cas, mais si on a le choix, il vaut mieux se tenir à cette règle assez simple. Vous savez désormais que si vous dépassez ne serait-ce que d'un seul pixel le multiple de 8, le fichier contiendra des données générées automatiquement pour remplir les matrices, et de ce fait contient les données nécessaires pour atteindre le prochain multiple de 8. Ces données générées automatiquement ont parfois un effet retors. Par exemple, avec une toute petite image recadrée à une surface allant de 1 par 1 pixel à 64 par 64 pixels, on voit apparaître un comportement curieux, mais en fait tout à fait logique. Ce graphe représente le poids du fichier en fonction des dimensions de l'image. On constate que le poids du fichier ne fait pas qu'augmenter. Régulièrement, un fichier pèse moins que celui qui le précède, même que les 3 fichiers qui le précèdent. Il s'avère que ces fichiers plus petits ont justement des dimensions qui sont des multiples de 8 et que les données générées automatiquement pour compléter les matrices aux dimensions juste inférieures ont pénalisé la compression. Là, j'aimerais collecter certaines données complémentaires avant de tirer une conclusion définitive à ce sujet. Mais revenons donc à notre image d'origine, tout en ignorant ce qu'on a appris jusqu'à présent. On va donc l'enregistrer à des dimensions qui ne sont pas des multiples de 8, 273 par 182, et dans JPEG Snoop, nous voyons donc apparaître la petite bordure rouge et blanche dont nous connaissons la signification désormais. Jusque-là, rien de nouveau. Mais maintenant, on va baisser la qualité de l'enregistrement, on va passer à 50. On ne touche pas aux dimensions, on ouvre à nouveau dans JPEG Snoop, et là, surprise, la bordure est encore plus grande qu'avant. Que s'est-il passé ? En fait, on remarque qu'une partie de la bordure est pratiquement la même que pour l'image précédente,
alors que la partie la plus extérieure présente encore moins de détails. Dans Photoshop, l'utilisation des qualités les plus basses, jusqu'à 50, entraîne l'activation du sous-échantillonnage chroma. JPEG Snoop rapporte qu'un sous-échantillonnage chroma de type 2x2 est actif. Nous allons donc brièvement étudier le sous-échantillonnage chroma, sachant qu'il est optionnel pour JPEG. Ce mécanisme est lié aux caractéristiques du système visuel humain. Les capteurs de la couleur, les cônes, ne composent qu'une petite fraction de la rétine et sont moins sensibles que les bâtonnets. De ce fait, il peut être envisagé d'accorder moins d'importance au signal chroma. Les notations que je vais utiliser ici sont celles issues du monde de la vidéo car elles sont de loin les plus répandues. En 4.4.4, on conserve la totalité des échantillons chroma, c'est ce que fait Photoshop avec une qualité supérieure à 50. En 4.2.2, on réduit de moitié sur l'axe horizontal les échantillons chroma. Contrairement à ce qui se fait en vidéo, avec les images fixes, on fusionne les échantillons. En 4.2.0, ce sont 4 échantillons chroma qui sont fusionnés en un seul. C'est ce que fait Photoshop pour les qualités de 50 et moins. En faisant un rapide avant-après entre le 4.4.4 et le 4.2.0, on remarque que là où la perte d'information est la plus visible se situe à la frontière entre le jaune et le bleu du ciel. Sinon, pour le reste, l'œil ne fait pas trop la différence. Maintenant, que se passe-t-il lorsqu'on effectue notre découpage en bloc de 8 par 8 ? La surface couverte par un carré de 8 par 8 dans le signal chroma correspond à un carré de 16 par 16 dans le signal luma. Il faut désormais compléter indépendamment les matrices luma et les matrices chroma. Comme les matrices chroma couvrent une surface plus importante, il se peut qu'on soit obligé de rajouter des matrices bidons au niveau de la luma. Celles-ci contiennent en fait très peu d'informations, mais selon le type d'encodage utilisé par la suite, elles figureront ou non dans le fichier. Pour finir, voici une brève étude de l'impact des effets de bord sur l'efficacité de la compression exprimée en bits par pixel visible. Bien que dans l'ensemble, la taille des fichiers ne fait que croître avec la taille des images, la compression est plus efficace lorsque peu ou pas de données sont utilisées pour compléter les matrices. Cette dernière constatation reste à vérifier sur un nombre bien plus important de fichiers, chose que j'aimerais pouvoir faire dans les prochains temps. Mais la règle de base demeure, il vaut mieux utiliser des dimensions multiples de 8 lorsqu'on enregistre une image JPEG, voire multiples de 16 lorsqu'on active le sous-échantillonnage chroma.